où commence l'histoire du cogito ergo sum? OK, donc on se souvient que Descartes n'était pas satisfait de ce qu'il avait appris à l'école jusque-là. Alors, jeune adulte, il se donne comme mission de trouver une méthode pour atteindre la vérité qui soit hors de tout doute. OK. Donc, dans le but de partir cette méthode-là, qui serait basée un peu sur le raisonnement déductif comme en mathématiques, il cherche en quelque sorte son axiome fondamental, son premier principe qui pourrait se servir comme base pour déduire le reste de sa philosophie. OK, commençons par faire un thought experiment, qui est un exercice de pensée. On se met dans la peau de Descartes. On cherche un axiome qui pourrait servir de fondement à notre philosophie. On cherche un axiome qui serait vrai hors de tout doute, sur lequel appuyer tous nos arguments, tous nos raisonnements pour arriver à la vérité. Alors, on va commencer par rejeter tout ce qu'on connaît. Ouais, dit comme ça, mais Descartes, c'est vraiment comme ça qu'il va écrire dans ses méditations métaphysiques. Puis partout, de quoi on parle quand on veut dire partout? OK, on va rejeter les sens. OK. Alors, nos perceptions, notre ouïe, notre vision, tout ça, on doit la rejeter. Pourquoi? Descartes va donner quelques arguments, mais le principal, c'est que, étant donné que dans nos rêves, on est capable de être convaincu de sens qui sont faux, alors on ne peut pas appuyer notre doctrine sur les sens parce que les sens parfois nous trompent. Okay, donc ça, c'est pas fiable. Il va rejeter la connaissance à ce jour parce qu'il n'était pas satisfait. Il dit les scolastiques, ils se débattent entre eux, ils n'arrivent jamais à des conclusions, jamais à des consensus, donc je ne peux pas me fier sur rien de ce que j'ai appris à l'école, par exemple. Puis aussi, d'un autre point de vue, si toutes les connaissances humaines n'ont pas utilisé un axiome de base qui sont sur un premier principe qui est vrai, comment on peut ne pas douter de ces connaissances-là aussi dans un certain sens? Exactement. Okay. Donc, il n'y aurait aucune raison à ce moment-ci de prendre ces connaissances-là comme étant vraies. Si on est dans l'exercice de vraiment garder toute la seule chose qui soit hors de tout doute, qui soit vraie. Alors, on rejette tout. Puis ça, en fait, c'est un peu l'argument génial de Descartes, c'est qu'une fois qu'on rejette tout, la seule chose qui nous reste, c'est le fait qu'on est en train de rejeter ces trucs-là, qu'on est en train de douter de la véracité de différents trucs. Alors, le fait de douter doit venir de quelque part, sinon je ne pourrais pas douter. Puis, ce quelque part-là, c'est la pensée. La pensée, c'est mon âme qui l'a fait dans la façon de Descartes de voir le monde. Alors, si mon âme est en train de penser, elle doit exister. OK. Alors, donc, par le simple fait d'être capable de faire l'action de douter tout, ça explique un peu l'existence de quelque chose. Donc, ce quelque chose-là doit exister. Ouais. OK. Ouais. C'est un peu ça. Puis Descartes va dire, c'est ma pensée. Ma pensée suppose qu'il y a un être qui pense, un âme pensante. Puis l'âme pensante doit exister. D'où le « je pense, donc je suis ». Le « je suis », c'est l'âme qui doit exister pour être capable de douter. OK. Parfait. Fait que là, avec tout ce thought experiment-là, il est revenu avec son « je pense, donc je suis ». Exactement. OK. Puis, j'aimerais ça faire une petite parenthèse intéressante parce que là, c'est drôle, le « je pense, donc je suis » qui est très, très célèbre. Comme tu dis, toi, tu l'as vu au cégep, puis on entend beaucoup cette phrase-là en philo, etc. Mais comme on l'a vu un peu dans l'argument, c'est pas vraiment du fait de penser qui déduit l'existence. C'est plus le contraire. C'est plus de dire, si je n'existais pas, je ne pourrais pas penser. Okay? Puis ça, c'est un peu subtil parce que c'est un argument par contraposé qu'on appelle parfois le modus tollens, qui est comme la façon pédante de le dire en latin. Mais je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de lectures que j'ai faites de philosophes plus tard que quand ils interprètent Descartes, j'ai pas l'impression qu'ils saisissent complètement cette nuance-là, qui est très claire quand on lit les méditations métaphysiques. Puis pourquoi, dans le fond, tu trouves que c'est important? C'est-tu juste parce que c'est une déduction différente que celle qu'on a en mémoire ou c'est parce qu'il y a vraiment une distinction entre les deux? Il y a une distinction à faire parce que
ce que certains vont reprocher à Descartes, c'est de dire que l'argument « je pense, donc je suis » ne marche pas pour la simple raison que de dire « je pense », d'utiliser le « je », présuppose déjà qu'il y a une existence. Donc, tu ne peux pas déduire l'existence si tu as utilisé le « je » dans la prémisse. C'est ça, fait que ça devient un peu un raisonnement circulaire. Exactement. OK. Mais là, lui, dans le fond, il dit non, il dit, puisqu'il est fait par contraposé, il l'a déduit par quelque chose d'autre que sa propre existence. Exactement. Ah! Il n'y a pas supposé d'exister pour dire qu'il pense. Comme quand je dis « je pense », le « je » va présupposer qu'il y a quelque chose qui prend la place du « je ». Ben oui, OK. Puis quand on fait l'analyse linguistique, logique des arguments comme ça, c'est d'ailleurs certaines de ces analyses-là viennent des positivistes logiques, qui, eux, s'intéressent aux relations entre la logique, le langage et tout. Ouais. C'est eux qui vont, par exemple, j'en ai vu un, je pense que c'était Schlick, qui va dire « Ah, mais Descartes, son argument ne marche pas parce que en présupposant qu'il pense, il suppose déjà qu'il existe. » Mais alors que Descartes, c'est pas vraiment ce qu'il dit. OK. C'est un peu comme une espèce d'écho qu'on a eu à travers le temps, mais que peut-être si on n'a pas lu les méditations métaphysiques, on perd ça un peu. OK. Fait que ça vient un peu éliminer beaucoup d'objections qui sont venues par la suite de personnes qui l'ont pris seulement avec sa phrase, je pense. Exactement. OK. Mais question random, ouais. Si on prend le latin de cogito ergo sum, ouais. Est-ce que ça se traduit par je pense donc je suis? Ouais. Cogito, okay. C'est penser. Ergo, c'est donc. Okay. Puis sum, c'est être. OK. Pas que je connais du latin, mais ça je sais. Cogiter, cogito. Ouais. C'est la racine du mot penser. OK. Ensuite, ce que je voulais aborder, c'était de voir comment il utilise ce fondement-là. Parce que là, c'est bon, il a un fondement qui il est capable de douter, donc il a une capacité de penser, donc il y a quelque chose qui existe qui fait l'action de penser. Puis comment il va se servir de ça pour arriver à la vérité? Donc, il va dire la pensée, elle est capable de voir la vérité. Parce que là, excuse-moi, je te coupe parce que j'essaie de comprendre où ça va. Fait que là, dans le fond, le thought experiment qu'on a fait tantôt, c'est pour déterminer quelle est son première action. Ouais. Donc, lui, son but, c'est de bâtir un peu une méthodologie qui se base sur la vérité. Ouais. Sa première action, c'est j'existe. Ben, je pense, la pensée existe. Là, à partir de ça, ce que là, tu vas expliquer, c'est comment, à partir de cette action-là, on arrive à une vérité. Exactement. La méthodologie, dans le fond. Exactement. Okay, c'est bon. Exactement ça. Alors, il va dire que la pensée, elle est capable d'atteindre la vérité pourvu que les pensées soient pures. Okay? Puis là, bon, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il va dire que les pensées pures, ce sont les idées claires et distinctes. OK. Bon, c'est un peu vague. C'est un peu vague, ouais. Quelques exemples de pensées claires et distinctes pour Descartes, c'est des exemples qui sont très proches de la géométrie. Ça va être la figure, l'étendue, le mouvement. Okay? Ça, c'est des idées que personne ne peut rejeter. C'est clair, puis c'est vrai juste parce que c'est tellement clair que cette idée-là est vraie. C'est un peu son argument. Puis on va rentrer un peu plus après dans pourquoi c'est pas si fou que ça, mais pour le moment, on va juste l'accepter. Ouais. C'est un peu abstrait comme... Ouais, vraiment. Ouais, je te laisse... Donc là, il va dire tout ce qui nous reste à faire, c'est utiliser notre pensée pour trouver ces idées-là qui sont claires et distinctes. OK? Parce que la pensée, on peut s'y fier pourvu qu'elle s'intéresse aux bonnes pensées, qui sont les pensées pures, les pensées claires et distinctes. Merci d'écouter Dialogue dilettante. Je prends ce petit moment, cette petite pause, simplement pour vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube, à venir déposer un like si vous êtes sur Facebook et à venir déposer un rating si vous êtes soit sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça va grandement nous aider, donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci et on revient à l'épisode. Mais par rapport aux idées claires et distinctes, pourquoi est-ce qu'on douterait de tout, mais on ne douterait pas nécessairement de ces idées claires et distinctes-là? Comment on fait la distinction? Ouais. Bon, c'est ici que le fait que Descartes soit ancré un peu encore dans le Moyen-Âge, et qu'il croit en Dieu, puis qu'il fait de la métaphysique,
va avoir un impact sur son raisonnement. Donc, la raison pourquoi on est capable de faire confiance à nos pensées claires et distinctes, c'est en gros à cause de Dieu. OK. Donc, Évidemment. Évidemment. donc, qu'est-ce qu'il va dire, c'est que l'âme, qui est la faculté qui pense, puis là, il va essayer de se justifier dans les méditations métaphysiques, mais cette âme, en fait, c'est le reflet de qu'est-ce qui est divin en l'humain. OK. C'est ce qui ressemble à Dieu chez l'humain, c'est le fait qu'il a une âme. Puis vu que l'âme pense, puis qu'elle nous vient de Dieu, en gros, la pensée, elle est capable d'atteindre la perfection, mais il faut juste qu'elle pense aux bons objets, aux bonnes idées, aux bonnes choses. Donc, OK. Donc, mais dans le fond, c'est juste une espèce, d'après moi, une croyance que l'humain serait capable d'arriver à ces déductions-là d'une certaine façon ou d'une autre. Exactement. C'est un peu ça. OK? Exact. Ouais. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que oui, OK, c'est pas le meilleur argument. Aujourd'hui, c'est très suspect de dire « Ah, mais Dieu tombe dans mon argument, puis voilà, ça règle mon problème. » Ouais. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est une philosophie qui reste optimiste, dans la mesure où ça donne l'espoir que l'humain est capable d'arriver à la vérité. Puis ça, c'est important, je pense, dans la philosophie, d'avoir une épistémologie qui donne justement la croyance qu'on peut arriver à des certitudes vraies, qu'on peut trouver des réalités scientifiques. Mm-hmm. Donc, ce côté-là optimiste, que l'humain est capable d'arriver à des connaissances vraies sur la nature, vraies sur le monde, est très importante, je pense, pour ce qui est devenu la révolution scientifique. Ben, totalement. Ben, en fait, je trouve ça super intéressant parce que moi, de prime abord, comment je voyais Descartes puis sa méthodologie ou plus son idéologie, c'est que justement, il fallait douter de tout. Mm-hmm. Mais en fait, c'est pas nécessairement ça. De ce que je comprends, qu'est-ce que tu dis, c'est que non, il a pris comme doute la base de sa méthodologie pour trouver la vérité Mm-hmm. ou ce qui est vrai. Mm-hmm. Puis, dans le fond, dans sa méthodologie, il y a vraiment que l'humain est capable d'arriver à la vérité. Il peut pas vraiment prouver ça, fait qu'il utilise un peu Dieu, mais comme tu dis, ça reste optimiste. Fait que je sais pas si tout le monde qui connaît peu Descartes a cette pensée-là de son... je pense donc je suis, mais moi, je trouve que c'est un peu contradictoire avec ce que je pensais au départ de son exactement, idéologie. c'est qu'on a... Dans notre compréhension de Descartes qui valorise beaucoup le doute, on a l'impression que ça laisse très peu de place à la confiance en la vérité, que c'est que du doute, que tout est à remettre en question. Mais c'est vraiment un exercice, une méditation métaphysique, comme il va l'appeler, de prendre ce doute-là, mais ensuite, il renverse le doute dans un optimisme qu'on est capable de connaître des choses vraies. Donc, c'est vraiment pas... Le doute, c'est pas une espèce de résultat négatif, cynique ou quoi que ce soit. C'est vraiment, au contraire, c'est dans le but d'arriver à des connaissances vraies puis qu'on est tout à fait capable de le faire, pourvu qu'on suive la bonne méthode. Absolument. Puis tu sais, on parlait un jour de Popper qui, lui, venait du fait... Ben, honnêtement, c'est un peu nuagé là, dans ma tête là-dessus, mais un peu qu'il fallait toujours remettre en doute ou d'y aller par le refus ou non, la réfutation, la falsification des preuves pour arriver à la vérité, pour se rapprocher de la vérité. Ben, je trouve que ça ressemble un peu au commencement de ça, comme mentalité que oui, on peut se rapprocher de la vérité, mais il faut toujours se remettre en question pour pouvoir y arriver. Se remettre en question, c'est un grand... Mais, ou remettre notre hypothèse en doute. Ben, c'est un peu différent parce que Popper, c'est vraiment plus... Popper s'intéresse à comprendre pourquoi est-ce qu'on peut... comment est-ce qu'on peut décider qu'une proposition scientifique est vraie? Puis Popper, lui, va dire, en fait, on peut pas. Ce qui est important, c'est de soumettre nos propositions au plus de tests possible, puis de rejeter celles qui ne survivent pas au test.
Puis comme ça, on avance vers de meilleures en meilleures propositions qui expliquent de plus en plus de choses sur le monde. Mais c'est pour ça que je disais se rapprocher de la vérité. Là, tu sais, Descartes, lui, il parle de on peut arriver à la vérité. Exactement. Fait qu'il y a une grosse distinction entre les deux. Puis je comprends la distinction, mais j'ai l'impression que c'est un départ vers justement le doute de essayer de faire la falsification. C'est que la nuance entre Descartes et Popper, c'est que Descartes, c'est encore à un stade très naïf. C'est encore très comme métaphysique, c'est très encore abstrait. C'est comme il veut fonder une doctrine, une philosophie, tandis que Popper, c'est beaucoup plus ancré dans la science qui s'est développée pendant 200-300 ans depuis Descartes. Oui. C'est beaucoup plus méthodologique l'affaire de Popper par rapport à comme. C'est très ancré dans l'expérimentation scientifique, tandis que Descartes, c'est plus épistémologique, métaphysique. Exact. Comme tu puis Popper, il écrit en réaction au cercle de Vienne, qui est le début du positivisme logique. Puis lui, c'est très important dans la philosophie du cercle de Vienne de ne pas faire de métaphysique. C'est comme il ne faut pas faire de la métaphysique. Fait que Popper, il y a un peu ce souci-là. Popper va dire il ne faut pas faire de la métaphysique, il ne faut pas prendre des choses pour acquises. Puis là, après, il va comme parachuter des règles de méthodologie avec des principes un peu métaphysiques comme la causalité. Fait qu'il se contredit un peu, lui, mais bref, c'est comme dans le souci de qu'est-ce qui intéresse Popper est beaucoup plus ancré dans le concret que Descartes. OK. Mais là, si j'aimerais ça essayer de faire un overview, puis tu me dis si j'ai bien compris juste de ce que tu as expliqué depuis le départ. Fait que là, dans le fond, Descartes, lui, il trouve son première action, qui est je pense donc je suis, ou si je ne pouvais pas penser, je n'existerais pas. Et avec ça, avec son première action, il essaie de déterminer comment on peut arriver à la vérité. Puis selon lui, en fait, il détermine que, bon, pour la vérité, c'est des idées claires et précises. Claires et distinctes. Je me trompe tout le temps quand je le dis, mais c'est correct. Les idées claires et distinctes. Pour lui, ça, c'est la vérité. Et selon lui, l'humain a une capacité inconditionnelle à pouvoir arriver à la vérité grâce à Dieu. Et est-ce qu'après ça, il y a un autre chevauchement? Oui, on a la capacité, mais comment on y arrive à cette vérité-là? C'est une très bonne question. C'est là que je voulais m'en aller. Fait que là, résumons un peu l'argument de comment arriver à nos idées claires et distinctes. Fait qu'il va dire il y a deux façons qu'on peut se tromper, puis pas avoir des pensées pures ou des idées claires et distinctes. C'est soit qu'on pense qu'une idée est claire alors qu'elle ne l'est pas. Par exemple, si je pense à un objet qui bouge, mais là, l'objet qui bouge, c'est la composition de l'idée d'objet puis de l'idée de mouvement. Donc ça, c'est pas une idée qui est distincte parce qu'il y a deux idées mélangées en une, puis il faut que je les sépare pour arriver aux principes qui sont clairs et distincts. Par exemple, ça va être des trucs comme ça. L'autre façon qu'on peut se tromper, c'est parce qu'on a du libre arbitre. Puis notre libre arbitre nous permet de croire des choses fausses si ça nous tente. Ce qui est tout à fait sensé. Ça a vraiment du sens, ouais. Puis là, il va dire, mais en plus, ça a vraiment du sens avec la croyance, parce qu'il me semble, je m'y connais très peu en théologie, mais il me semble que Dieu nous a donné la capacité de libre arbitre, qui justement est une des raisons pour laquelle il y aurait comme du mauvais ou... c'est ça. Mais dans le Dieu chrétien, en tout cas moi aussi dans ma compréhension des choses, a donné à l'humain la faculté de libre arbitre. Descartes croit ça. Il croit que c'est une source d'erreur, le fait d'avoir la capacité de décider de croire en des choses alors qu'elles sont fausses. Donc là, une fois que il dit ça, il dit, ben là, tout ce qui reste à faire, trouver les idées claires et distinctes, pas se laisser berner par le libre arbitre. Alors, il faut limiter notre libre arbitre, puis il faut se focusser sur seulement les choses qu'on est capable de voir comme des idées claires et distinctes. Tout le reste, c'est juste sujet à nous mêler, c'est juste sujet à se tromper. Donc, il fait vraiment le ménage. Comme faisons du ménage, essayons de revenir à quelques idées simples.
Alors, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'étendue, la position, la figure, qui sont des concepts un peu Ouais. géométriques. Ouais. Puis c'est pas pour rien qu'on prend les concepts géométriques, c'est parce que à cette époque-là, la géométrie d'Euclide, c'est encore le modèle parfait de la déduction mathématique. On a des axiomes. Les axiomes sont considérés comme vrais de par le fait qu'ils sont évidents, qu'ils sont clairs et distincts, justement. Ouais. Et toutes les déductions s'enchaînent parfaitement, puis on a des beaux théorèmes. Puis c'est vraiment sur ce modèle-là que Descartes veut construire la philosophie. Donc, c'est pas pour rien que ces exemples, c'est les concepts géométriques. Ah, OK. Puis il était super important en géométrie aussi, fait que Ouais. j'imagine que c'est la suite. Ouais. OK. Exact. On va en parler au prochain épisode de sa contribution à Ouais. la géométrie et tout, mais restons un peu Ouais, dans la ouais, philo pour sure. le moment. Puis, mais petite question par rapport à ce que tu viens de Ouais. dire. Quand on parle de seulement un peu délimiter les choses qui sont claires et distinctes, comme en fait, de bien déterminer que cette chose-là, on pourrait en connaître la vérité. Ouais. Ça va jusqu'où, ça? Parce que est-ce que ça va juste dans la géométrie puis les maths, ou selon lui, il y a d'autres thèmes ou d'autres thématiques dans lesquelles on pourrait arriver à la vérité? C'est une bonne question. Dit comme ça, je me souviens pas où est-ce qu'il allait avec ça dans les méditations métaphysiques. Parce que dans les méditations métaphysiques, il n'y a pas de maths. OK. Donc, ça serait probablement là à aller voir, mais honnêtement, ça me revient pas, donc je suis OK. pas sûr. Au pire, OK. on C'est bon. ajoutera une section. Mais dans le fond, c'est d'essayer de trier, d'être capable de discerner, OK, c'est sur quoi qu'on pourrait connaître la vérité par les deux clairs et distincts. Exact. Puis si on peut pas, ça sert à rien d'aller chercher la vérité. Ben, là, je mets un peu des mots dans sa bouche, mais Mhm. c'est un peu ça, dans le fond. Exact. OK. Ça sert à rien de partir de concepts pas clairs, Ouais. puis dire des choses pas claires. Un Puis peu comme il apprenait dans la scolastique Exactement. dans ce temps-là. OK. Exactement. Il est comme, arrêtons ça, commençons avec des idées claires, OK. faisons des déductions simples, que chaque déduction, on est d'accord qu'elle est bonne. Puis au bout de la longue série de déductions, de la longue chaîne de déductions, on est certain, parce qu'on a commencé à partir de quelque chose de vrai, qu'on a fait des bonnes déductions, ben, ce qu'on a à la fin doit nécessairement être vrai aussi. Puis c'est comme ça qu'on va construire la connaissance. C'est pas en faisant des peut-être que si arrive, si on fait ça. Non, il faut arrêter ça. OK, c'est cool. OK? Donc, peut-être on fait un petit résumé pour la fin. Oui. Donc, il y a l'idée de Dieu là-dedans qui est un petit peu suspecte, un petit peu dommage pour des lecteurs 21e siècle. Mais si on met ça de côté puis on accepte un peu, je pense que un peu le nettoyage que Descartes fait dans la conceptualisation, dans l'épistémologie, de dire OK, arrêtons d'être ambitieux, de penser à des choses compliquées, revenons au truc simple, commençons de là, puis construisons des choses solides. C'est vraiment ça qui est un point tournant. Puis c'est vraiment une épistémologie qu'on peut qualifier parfois de réductionniste, comme on réduit à quelques concepts simples, puis on déduit à partir de là. Puis on sait maintenant aujourd'hui que ce réductionnisme-là en science a été très, très fécond, qui a permis de définir la mécanique de Newton ou des choses comme ça à partir de concepts simples. Wow. Puis bon, bien sûr, aujourd'hui, le réductionnisme scientifique, puis notre croyance ou notre confiance qu'on est capable de faire de la bonne science puis de découvrir des choses, il vient plus vraiment du fait qu'on a une certaine lumière divine dans notre âme qui nous permet d'apercevoir les choses. Ouais. Mais ça vient quand même du fait qu'on a une espèce de croyance métaphysique dans le fait que la nature peut s'expliquer par des lois, qu'il y a de l'universalité dans la nature, ce qui est tout autant métaphysique que ce que Descartes dit. C'est ça. Ben, c'est ça le point sur Dieu que je trouvais, c'est qu'il utilise un peu Dieu. Mm-hmm. Mais moi, moi je suis un athée ou un agnostique, ça me dérange pas tant parce que je trouve que ce qui arrive avec Dieu, c'est un peu juste un peu le même niveau qu'on a aujourd'hui, qu'on a confiance, qu'en tant qu'humain, on puisse arriver à se rapprocher de la vérité. Exact. Ça ressemble beaucoup à notre confiance qu'on a aujourd'hui. Exactement. Puis peut-être une petite citation de Descartes, je trouve vraiment intéressante. Il dit
il n'y a point de doute que tout ce que la nature m'enseigne contient quelques vérités, car par la nature, considérée en général, je n'entends maintenant autre chose que Dieu même, ou bien l'ordre et la disposition que Dieu a établi dans les choses créées. Alors, il est vraiment en train de dire, enlève Dieu de cette phrase-là, puis c'est vraiment notre vision scientifique de la nature. Absolument. Il y a de l'ordre, il y a des choses qu'on peut découvrir si on observe rigoureusement, etc., etc. Fait que t'enlèves Dieu, puis c'est très proche d'une certaine conception métaphysique qu'on a. Puis, la fécondité de cette méthode-là, on l'a su peut-être un siècle après avec Newton, qui était un grand lecteur de Descartes, qui a réussi avec quelques axiomes, quelques définitions de base sur des concepts physiques, à développer une théorie à partir de déductions purement mathématiques qui expliquait à l'époque tous les phénomènes physiques connus, tant que ce soit l'orbite des astres que les mouvements sur la Terre. Puis à l'époque, c'était un grand triomphe parce qu'on pensait que la physique cosmologique puis la physique terrestre, c'était deux physiques différentes, que c'était pas les mêmes lois. Puis Newton, avec une petite base d'axiomes, était capable de construire tout un système théorique. Puis probablement que Descartes, s'il avait été vivant, il aurait été très, très content. Il se serait réjoui de voir un peu ce développement scientifique-là, basé sur des principes, je pense qu'il aurait su apprécier. Puis, question historique un peu, parce que moi, je suis vraiment mauvais pour me rappeler où se situent les gens dans l'échelle humaine. Ouais. Descartes, c'était en 1400 quelque chose? Non, il est né en 1595. Oh shit, proche du... proche du... Comme Newton est venu comme dans le siècle suivant, là, avec sa théorie. Newton, c'est, j'ai envie de dire 1776, mais je suis pas sûr, je suis désolé. OK, désolé, on est allé vérifier, petit moment erratum. Descartes naît en 1596. Okay, je me suis trompé d'un siècle, mais 1596. Puis les Principia de Newton, où est-ce qu'il a publié sa célèbre théorie mécanique physique, c'est 1687. Encore une fois, j'ai dit 1700, mais je voulais dire 1687. Fait qu'il lisait Descartes, quand même ça faisait quand même une quarantaine d'années que c'était écrit, j'imagine, son truc. Ouais. Fait qu'il était influent quand même assez longtemps avant qu'on aille le triomphe dans lequel tu parles. Exactement. Puis Newton, il a lu Descartes comme, quand il avait genre 14-15 ans, puis là, il commençait à se dire « Ah, mais tel principe physique, j'y crois pas, telle chose, ça n'a pas de sens. » Puis ça l'a beaucoup nourri sa réflexion physique. Wow. OK. Parfait. Donc, on peut s'arrêter là. Puis, dans les prochains épisodes, j'aimerais ça qu'on fasse un peu des liens avec des épistémologies plus modernes, le positivisme logique, puis certains commentaires. J'aimerais qu'on parle un peu de Kant, un peu de Gaston Bachelard, puis certains de leurs commentaires sur Descartes. J'aimerais ça aussi éventuellement qu'on aille dans ses contributions scientifiques en tant que telles, donc les maths surtout, mais la physique, la médecine, tous des domaines où Descartes a été très important. Puis voilà. Cool, parfait. Ben, Justin, j'en ai vraiment appris beaucoup. C'était vraiment nice. Pour les gens qui écoutent, n'oubliez pas de nous lâcher un petit like sur YouTube, sur Spotify. Sur Spotify, vous pouvez maintenant rater le show, comme sur Apple Podcast. Donc, gênez-vous pas pour le faire. Ça nous ferait vraiment plaisir, évidemment. Puis, c'est ça. Puis, on revient dans 2 à 3 semaines avec le prochain épisode. Ouais. Merci. Bonne journée. Puis, subscribe sur YouTube. Ah oui, subscribe, please.